le connaît en tant que médecin, on le découvre artiste, écrivain, sans doute une forme de thérapie. Il nous le dira peut-être dans cet entretien. Je vous propose d'aller à la rencontre du docteur Abdellah Hagoun, auteur de Blouse blanche, Zone grise, Décennie noire, paru en 2020, c'est ça, aux éditions Coucou? Il est sorti juste au début du Covid, 24 février 2020. Je devais faire une dédicace le 23 mars à la librairie du Tiers-Monde le 23 mars. Mm. Voilà. Et puis, donc, ça a été annulé. Et après la crise Covid, moi, j'étais un petit peu débordé, surtout qu'on me proposait toujours de faire une dédicace un samedi. Et moi, le samedi, je travaille. Je Donc, peux vous pas comptez, laisser oui, mes patients aller oui, faire des dédicaces pour moi. Comme j'ai dit, dans ma tête, je ne suis pas un écrivain, je suis pas un auteur, je suis juste médecin. Je me sens encore un peu plus dans le milieu de la comédie, du cinéma que déjà dans la médecine, même si oui. euh, je pratique la médecine depuis 44 ans et je me sens quand même assez efficace comme Oui, médecin. oui, oui, ça se Voilà. saurait si c'était le contraire. Voilà. Vous avez Donc, quoi? Oui. Est-ce que c'est un culot de l'inconscience dans ce qu'on a appelé la décennie noire, de continuer à exercer dans un endroit qu'on connaît bien, vous et moi, qui s'appelle le triangle de la mort, alors que ouais. vous êtes médecin généraliste et qu'on sait ô combien pas mal, bon nombre de professions, dont les médecins, ont payé le prix fort de cette décennie noire. Je sais pas, on me disait à chaque fois, tu es inconséquent, tu es inconscient d'y aller à chaque fois. Mais pour moi, un médecin, c'est comme un soldat, il ne doit pas quitter son poste de travail en temps de Oui. guerre, parce que c'était la guerre quand même. Vous vous considérez aujourd'hui comme quoi? Un rescapé, un revenant, un survivant? Ouais, je me sens plutôt comme un survivant de ça, hein, voilà. Euh, Surtout quand on a perdu beaucoup d'amis et dans le même, là où je suis installé, des patients. Il y a des gens dont je garde encore en mémoire le fait qu'ils soient passés chez moi ou en consultation et puis être kidnappés. Donc par les groupes armés, on n'a jamais retrouvé leur corps. Et c'était souvent des anciens combattants de la révolution, des anciens moudjahidines. Hmm. Voilà, parce qu'on s'est attaqué beaucoup aux anciens moudjahidines. C'était Ça aussi, je crois qu'on l'oublie un petit peu, c'est que il y a eu énormément des services, des membres des services de sécurité qui ont été assassinés, des artistes, des écrivains, des journalistes. Et on a oublié aussi que parmi eux, il y avait beaucoup de moudjahidines qui ont été assassinés. cette décennie noire, elle renvoie à une période aussi sombre de l'histoire algérienne qui est la guerre d'indépendance, où c'était la politique de la terre brûlée, c'était euh, se sauver ou périr, c'était ça? Vous savez, moi, j'ai vécu la guerre d'Algérie parce que j'ai perdu mon père qui a été tué en 56, Hmm. le 26 avril 56. Et j'ai même vu mon grand frère être torturé devant moi quand j'avais 5 ans et demi. Et j'ai même passé 3 nuits en prison avec lui en 59 à la prison d'El-Qsor. Et je me souviens quand j'étais petit, à la mort de mon père, il y avait des moudjahidines qui étaient des combattants qui venaient me ramener des sucreries, etc. Et on avait même un qui était commissaire politique à l'époque qui me donnait sa mitraillette pour il me vidait bien sûr le chargeur pour jouer avec, pour me pavaner dans le village. Et j'ai appris, chaque fois qu'il y avait des moudjahidines donc, qui arrivaient dans le village, je courais pour le retrouver. Un jour, on m'a dit, il ne reviendra pas. Et là, ça m'avait... Quand j'ai perdu mon père, je n'avais que 2 ans et demi, mais là, j'avais 5 ans. Et pour moi, c'était peut-être... C'est là que j'ai compris la douleur de la perte de quelqu'un comme ça en temps de guerre, parce que Hmm. on Hmm. sentait la guerre. On jouait aux Moudjahidines contre les Français, voilà, quand on était petit. Et donc, des souvenirs de la guerre, oui, j'en ai eu, parce qu'en plus, mon village a été zone interdite en 59, donc on a été chassé de notre village et on a été recueillis à Béjaïa, et ça, aussi, j'en garde un petit peu
un souvenir un petit peu de l'accueil des bougiotes quand on était arrivé parce ils nous appelaient les réfugiés, le hit, ils te donnent les claquettes. Ça, c'est typiquement Ah, bougiote. On était ouais, méprisés. Oui, ça, il faut pas aussi le nier, hein. Moi, ça, je on sais, n'oublie parce que pas. j'étais petit, hein. Et donc, et c'est là, je crois que j'ai commencé à devenir révolté. À l'âge de 6 ans, je me bagarrais tout le temps. J'étais un petit sauvage à l'âge de 6 ans. Voilà. Donc, C'est la psychanalyste Karima Lazali qui préface votre livre. Elle a écrit d'ailleurs c'est elle un- qui m'a poussé à, à éditer ce livre. Elle et Nils Anderson, donc, qui a été l'éditeur de Boudia et qui était venu à ma dédicace à Paris. C'est un grand monsieur, donc un militant anticolonialiste. un- Un, un type merveilleux qui a 91 ans maintenant et qui s'est déplacé quand même pour venir me voir et j'étais vraiment très, très, très flatté, très honoré de le voir. Donc, ce sont ces deux personnes qui m'ont réellement poussé à ce que mon livre à ce que soit édité parce que d'ailleurs, ce que je disais à Karima, mais ce n'est pas un livre. un Je témoignage, n'ai tu as même raison. pas fini. Oui, Je ne oui, l'ai même pas relu. Je ne l'ai pas lu. C'est un livre que je n'ai pas lu. Vous savez, à part quelques petits souvenirs, je ne me souviens pas de ce que j'ai oui, écrit dedans parce que je l'ai écrit, je vous le jure que je l'ai écrit en 24 heures. oui, C'est tout. Donc pour moi, ce n'est pas un livre. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé une question quand j'étais là-bas à Paris là, pour la dédicace. Il m'a dit comment vous vous qualifiez comment dire, votre dans quelle essai. catégorie vous Ouais. mettez votre livre? Est-ce que c'est un livre autobiographique, un livre, je sais pas ce qu'il m'a raconté ou tout ce truc. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas. Quelqu'un un jour m'a dit, c'est une écriture fragmentée. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je lui ai dit, je ne savais même pas ce que c'était une quatrième de couverture. Je suis pas écrivain, moi. Je suis pas écrivain et je, je Ce pense serait pas plutôt écrire un votre autre récit. livre. Oui. J'aime écrire des scénarios, mais pas écrire des livres. C'est plutôt de l'ordre de l'écriture automatique, tel que vous me le décrivez, en fait. C'est Ouais, c'est venu de l'écriture automatique. En fait, ouais. j'ai pris, c'était le 26 décembre 99. J'étais dans un avion pour San Francisco. J'étais invité par un ami que j'avais aidé à l'époque et donc j'avais raté l'avion et j'ai dû attendre encore un autre avion et j'ai écrit, en fait, j'avais commencé à écrire à l'aéroport, j'avais rien à faire et dans l'avion, comme c'était long et au retour, voilà, donc comme le vol durait à peu près 14 heures, oui, 14, 13, 14 heures, donc voilà. Quand je suis arrivé, j'ai déposé j'avais écrit sur un cahier d'écolier hein, que j'ai toujours, un cahier d'écolier algérien. D'ailleurs, que j'ai déposé dans un tiroir chez mon plus vieil ami et mon meilleur ami à Bruxelles, Et qui le garde Boubacar précieusement. Bouchareb, et c'est son fils, c'était donc en janvier 2000. Et 5 ans après, son fils, Didi, d'ailleurs je l'ai même cité donc dans pour les remerciements, c'est lui qui a qui a trouvé ce cahier et qui a fait la saisie, qui m'a ramené une disquette à l'époque, c'était des disquettes. Mm. Sinon, ce livre, j'aurais jamais eu je n'aurais jamais eu ni la patience ni le courage de le saisir sur ordinateur parce que je voulais oublier tout ça. Et après, je l'ai mis dans un tiroir encore et il est ressorti en 2019 en plein Irak et quand j'ai rencontré Karima Lazali avec Viviane Condas, qui est réalisatrice, Sophie Steve Mathieu, qui était avocat du FLN, celle qui m'avait présenté Karima, et Viviane lui a dit, il faut que tu lises ce qu'il a écrit, et j'ai envoyé, ce n'était pour moi qu'un manuscrit. Pour moi, c'était nul, hein. Franchement, tout le monde me dit, Dur mais avec je me vous. dis, c'est pas possible, il faut que je le lise un jour, ce livre. Je ne l'ai pas encore lu. Faites attention, docteur, on va vous traiter d'avoir eu recours à un nègre pour écrire votre. Je, je,
donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. Puis ça, c'était donc en 2019. Et puis on a envoyé ça à Niels Anderson qui m'a envoyé un mail en me disant il faut l'éditer à tout prix, on ne sort pas indemne à la lecture de ce livre. C'est clair. Et donc, c'est Karima Lazali elle-même qui l'a envoyé à Rizka Aitlarbi, donc des éditions Coucou, et Coucou. Mm. qui a tout de suite accepté. Voilà. C'est comme ça que l'aventure a commencé. En fait, on se rend Ouais. compte, comme vous l'évoquez, que souvent, on a une amnésie, on pose un voile sur des événements douloureux qui peuvent ne jamais ressurgir ou qui vont ressurgir à l'instar d'un événement qui a souvent n'a rien à voir avec le traumatisme initial. Vous auriez pu laisser comme ça dans le passé, enfoui dans votre passé inconscient, ce traumatisme-là, parce que vous avez vécu des choses quand même, hein, il y a, entre je pense que à bon nombre de reprises, pas une seule fois, vous vous êtes retrouvé avec un Oui, pistolet sur la ça. tempe, vous Mais deviez je me même... souviens pas avoir écrit des trucs comme ça, mais je sais que je les ai vécus un nombre incalculable de fois. Si je devais écrire tout ce que j'avais vécu pendant la décennie noire, ça aurait fait 300 ou 400 pages. Donc, et ça me disait rien de parler en fait beaucoup de moi, donc je n'ai ni que des souvenirs comme ça, c'était des souvenirs comme ça qui m'ont marqué en fait durant la décennie noire. Il y a tellement de choses qui m'ont Oui, marqué. et vous êtes personnage Il y avait public. même des choses qui étaient même marrantes pendant la décennie noire qu'on avait vécu. Bon, moi, mon but, ce n'était pas tellement de parler réellement de la décennie noire. Il faut que je le lise un jour pour savoir. Il Et y aura sans doute autant de je lectures que de voulais dire, lecteurs. oui, donc ça, je ne sais pas, mais ce qui a été quand même assez surprenant pour moi, c'est que des gens qui l'ont lu sont venus me remercier et il y avait des journalistes quand même qui sont assez incisifs et assez virulents quand même envers les auteurs, envers Oui. les artistes et tout. Et qui Vous m'ont dit, emménagez? mais c'est merveilleux, en plus, bon, comme ce sont des amis, Oui, oui. je cite Sarah Haider et Shawqi Amari, qui est un plaisantin hors pair. Donc, il me dit, tu sais, j'ai adoré ton livre. Je lui ai dit, arrête de déconner, c'est pas vrai, arrête, foutre de ma gueule. Il m'a dit, mais tu écris bien. Je lui ai dit, arrête. Oui, Il m'a tout dit, ça non, sous mais le c'est feu de la vrai. plaisanterie. Et Oui, puis, un jour, il y a une jeune fille en fait, dont le père a été tué pendant la décennie noire, qui était venue donc m'embrasser, me serrer très fort dans ses bras et pleurer. Ça m'avait ému. Et, j'ai eu aussi le bonheur de rencontrer Nazim Merkbel, le fils de Saïd Mekbel, donc qui a une page sur Facebook qui s'appelle Adjouad, donc contre l'oubli. L'oubli que nous a imposé aussi, ça il ne faut pas le nier, c'est Bouteflika qui nous a imposé l'oubli. oui. Et La subsistance, oui, moi, au travers de cette donc, fameuse concorde civile, le oui. travail colossal que fait Nazim Merpel, moi, je trouve que c'est merveilleux parce qu'il ne faut Oui. pas oublier. On n'a pas le droit d'oublier. Il y a eu tellement de personnes qui ont été tuées injustement, et j'en connais plein qui ont été vraiment tués comme ça, des civils. Et d'ailleurs, c'était un moment où je me suis, donc j'étais révolté quand j'entendais parler du qui tue qui, et ça, c'était pour moi la pire des abominations parce que ça, il faut le demander aux personnes qui sont mortes. Ils savent qui c'est qui les a tués parce qu'on a voulu à tout prix salir l'armée. Je vois que je suis pas quelqu'un de militariste du tout. Donc, mais moi, j'étais là-bas et j'y étais tous les jours et je connaissais les victimes et je connaissais les assassins aussi, hein. Oui. Oui, parce que vous Surtout que ces évoquez que assassins étaient aussi oui, c'est pas ça. mes anciens patients. Mm. J'avais même parmi mes patients un des chefs qui avait kidnappé les moines de Tibhirin. Voilà. C'est vraiment. Donc j'ai connu tous les chefs, hein. J'ai Mm, connu tous mm, les chefs historiques du mouvement armé. J'ai connu, comment il s'appelle, Abdelkader Chebbouti qui avait créé
le MIA, le mouvement islamique armé, parce qu'à l'époque, il y avait le mouvement islamique algérien de Bouali, Mustafa Bouali. Et j'ai connu aussi celui, un des fondateurs du GIA qui s'appelait Mansour Imriani. J'ai connu tous ces gens-là. Donc, Que du beau voilà. monde, j'allais dire, docteur. Comment? Pardon, c'est sous le temps de la plaisanterie. Que du beau monde. Que du bon monde. Ouais, mais donc je savais qui c'est qui tuait qui c'est qui tuait, qui étaient les victimes, hein, parce que les victimes c'était, il y avait des fils shahid, il y avait des moudjahidines, il y avait des artistes, des journalistes, des gens, il y avait même un éboueur un petit peu malade, Simplé. arriéré un petit peu, Mm, qui a été. mm. Bougaret est au milieu entre, ça fait vraiment un triangle. Il y a Larba, Bouinan et Sidi Moussa. Et Bougara est comme une île, hein, en fait, hein. Pour y accéder, il y a des ponts. Donc, c'est entouré d'oued. Mm. Donc, il y a un pont qui relie Larba à Bougara, un autre qui relie Bouinan à Bougara et un autre qui relie Sidi Moussa à Bougara. Et ces ponts, ils ont été sabotés, hein. Ils ont été dynamités pour éviter que l'armée vienne pour Mm, mm, voilà. mm. Ah non, mais c'était quand même assez extraordinaire. Donc je crois que Bougara a tout vécu pendant la décennie noire et c'est là d'ailleurs le premier cadavre piégé, c'était à Ouled Slama, donc c'est à 2 kilomètres de Bougara. Le premier la première exécution publique, elle s'est passée devant mon cabinet. Les bombes, les bombes sur les routes. On piégeait même des figuiers. On mettait des bombes dans les arbres fruitiers. Quelqu'un les cueillait un fruit, il explosait avec. Parce que il savait que des gens qui étaient parce que souvent aussi, il rackettait, il rackettait les gens qui avaient des vergers. Donc, Mm, mm. il y en avait qui ne pouvaient pas payer parce qu'ils ne travaillaient pas. Bon, on leur piégeait leur récolte. Il y avait, c'était vraiment je sais pas, à croire qu'ils cherchaient tous les moyens pour rendre la vie difficile à la population et je ne sais pas, c'était ce cynisme dans la terreur parce que c'était cynique quand même. Comment l'Algérie n'est pas devenue l'Afghanistan. Je crois que c'est beaucoup grâce à notre armée et aux patriotes qu'il ne faut pas oublier aussi, hein, parce que ce qu'avait fait euh, Mohamed Selami à Haouchgro, là, dans la région de Boufarik, c'était merveilleux. Ils ont été d'un apport considérable pour dans la lutte contre le terrorisme, hein. Mm. Ils étaient vraiment au premier plan, hein, dans la lutte parce qu'ils allaient avec les militaires pour les embuscades. Ils connaissaient la population et la plupart des émirs les plus terribles sont de la région de Boufarik, comme Antar Zouabri, etc. Voilà. Mm. Donc, ils ont été d'un apport considérable dans la lutte. Et il y a aussi les GLD, qu'on oublie aussi, les groupes de légitime défense. Et il y a aussi beaucoup comment dire, euh, de membres de la population comme ça, qui ont aidé comme ça discrètement, voilà, Mm. dans Oh, la clandestinité pour l'aide contre la lutte. Voilà, mm. contre dans la lutte contre le terrorisme. Ouais. Quand on sait que pas une seule famille algérienne a été épargnée de près ou de loin par ce nouveau traumatisme de la décennie noire, j'ai une question, peut-être une des dernières questions. Vous avez récupéré votre sommeil, vous dormez mieux? Oui, j'ai fait pendant quelques années, oui, je faisais vraiment beaucoup de cauchemars. Je me réveillais la nuit dès que j'entendais.
euh, surtout des pétards, par exemple, là, avec des gros pétards, parce que ça me rappelait. Vous savez, les fenêtres de mon cabinet ont été soufflées Soufflé. 7 fois, exactement 7 fois. Et il y a eu comment dire, des embuscades donc, autour de mon cabinet, sur la route, alors que j'avais des malades à l'intérieur du cabinet. Donc j'avais, au début, dès que ça avait commencé, j'avais repéré les endroits les plus sécurisés pour éviter que quelqu'un soit touché par une balle perdue. Donc, Mm. voilà. Docteur, je vous posais la question, est-ce qu'on se remet de ces traumatismes? Là, c'est le citoyen algérien, mais qui parle, qui est le porte-voix aujourd'hui de milliers d'Algériens qui ont vécu ce nouveau traumatisme. On sait que la population algérienne n'a pas bénéficié d'un accompagnement psychologique après cette... Aucun. Au début, ça avait commencé avec la SARP, la Société algérienne. Il y avait donc une antenne à Sidi Moussa, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est vrai que j'avais adressé beaucoup de patients là-bas à un moment. Mais jusqu'à présent, je vois encore les séquelles du terrorisme chez beaucoup de jeunes, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins de la décennie noire. Et ce qui me, ce qui est désolant, c'est que des victimes du terrorisme islamique sont devenus eux-mêmes islamistes. Ah oui. Mm. D'ailleurs, le fils d'un de mes amis qui a été tué, donc 4 cartouches de chevrotine. Quand j'ai vu son fils habillé comme un salafiste, ça m'avait révolté. Mm. C'est Mm. comme un petit peu le syndrome de Stockholm, quoi. Pour moi, je crois que ça, j'ai oublié parce que j'ai eu la chance d'avoir fait un one-man show en 2006. C'était assez merveilleux aussi. Je l'ai fait spontanément, sans 40 jours entre l'écriture, les répétitions et la générale devant presque 700 personnes à la salle Mougar qui était full et ça a été standing ovation. J'ai parlé de beaucoup de ministres qui sont en prison actuellement. Mm. Voilà, après j'ai été interdit de spectacle par Tiens donc. Ali Datoumi. Bon, mais c'est pas grave. Et après, bon, j'ai écrit un scénario pour une histoire pour mon frère. C'est adapté d'une histoire vraie hein, qui s'est passée. Le film, c'est L'Héroïne. C'est vraiment une histoire vraie. Hein. C'est une dame que je connais la famille depuis 82 et donc dont le mari a été assassiné par le GIA à Tabaynet, c'est à 4 km de Bougara, et qui est allé se réfugier chez sa belle famille. Et ses beaux-frères avaient demandé des armes à l'armée pour se défendre. Et un jour, il y a eu une attaque terroriste. Ils ont massacré tout le monde. Et elle a été jetée de la fenêtre. Et pour s'occuper de ses enfants, elle a sauvé les enfants, etc. Donc, ça, c'est une histoire. Et pour donc de s'occuper de ses enfants, elle a pu devenir caméra woman. Ouais, C'est une belle histoire, voilà. mm. Voilà, donc j'avais écrit cette histoire pour mon frère qui a Ouais, fait ce film qui s'appelle L'Héroïne. Et je n'oublie jamais de citer les patriotes dans ce que j'écris parce que là aussi, il y a un grand passage où on parle de Mohamed Selami parce que je veux toujours qu'on rende hommage à ces sauveurs de l'Algérie parce que pour moi, ce sont des sauveurs de l'Algérie. mm. Et j'ai joué dans quelques. D'ailleurs, j'ai joué dans ce film un commandant de gendarme, le rôle d'un commandant de gendarmerie. Mm. Un rôle de J'ai composition, joué comme dirait aussi l'autre. dans un long métrage, je jouais le rôle principal donc d'un film qui s'appelle Mémoire de scène où je jouais le rôle d'un directeur d'un journal indépendant, metteur en scène, assassiné aussi par les terroristes. Mm. Mm. Voilà. Et après, j'ai réalisé un court métrage où j'ai Métal parlé sortant. aussi des Mm. terroristes. Voilà. Mm. Qui Mm. s'appelle Sotra. Mm. Voilà. Qu'on peut voir, hein, qu'on peut voir sur. Et j'essaye de faire des choses, mais à chaque fois, on me refuse mes projets. Je ne sais pas pourquoi. Les gens qui lisent, ça me trouve ça extraordinaire, mais
On me les refuse à chaque fois, la censure, je sais pas, les commissions de lecture qui sont un petit peu particulières parce qu'il y a des choses auxquelles il faut pas toucher, etc. La morale, le truc. Oui. Voilà. Enfin, je veux pas faire des films idiots, je veux faire des choses qui sont assez originales. Des choses vraies et effectivement Voilà. qui restent dans le temps, parce que c'est vrai que ce travail qu'on fait, que vous faites, entre autres, est Ouais. quelque chose qui restera dans la mémoire, dans l'histoire collective, bien après nous. Peut-être une dernière réaction, je connais presque je pense connaître votre réponse. Où va l'Algérie aujourd'hui quand on est dans un pays où les anciens bourreaux, ce serait presque, ont tenté de se faire passer pour des victimes, ou en tout cas ont été reconnus en qualité de victimes à la place des vraies victimes. Où va l'Algérie? Joker. Ouais, pour ce pays qui nous est cher, on espère effectivement pour les nôtres, parce Là, qu'on là a. vraiment Joker, parce que là, je pense qu'on fait un petit peu fausse route Oui, oui, donc en je ne leur fais pas. s'alliant, en faisant beaucoup de concessions aux islamistes. Ça ne peut pas aller. Mm. Ça ne peut pas aller. Moi, j'ai peur pour la population, vraiment, parce que faudrait que ça change un petit peu. Voilà. Docteur, pourtant, vous savez bien que malheureusement, l'histoire se renouvelle. Donc, si Il faut qu'on ait une école républicaine, qu'on ait une école laïque pour que ça puisse bien aller. Madame Benrabrit avait commencé à faire du bon boulot et puis bon, elle a été écartée. on, Voilà. on va garder espoir aussi, même si. Bah, moi, je suis trop vieux hein, maintenant. Moi, à la limite, Oui, mais moi, pour ce vos sont les enfants que petits-enfants. je reçois au cabinet, Oui, oui. des enfants tellement mignons et que j'adore, qui m'adorent. Et surtout les petites filles, quand je les vois, je me dis, purée, quel avenir elles vont avoir si ça continue comme ça avec cette intolérance, parce que Bougara n'est pas Alger. Hein, Mm. Bougara, c'est quelque chose de particulier. Si vous y allez, c'est horrible, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Il faut qu'on pense à cette jeunesse. On a un pays superbe, on a un pays riche, on a tout ce qu'il faut pour que notre jeunesse soit heureuse. Et je pense que, voilà, et, et il faut que notre école change. C'est tout, c'est l'école qui doit, voilà. Qui doit se reprendre en main. Docteur Agoun, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup en tout Merci. cas. ملي العافي ويكفكا